Donc, bienvenue à la conférence, j'allais dire annuelle, mais pas annuelle. À chaque session, le département de philosophie essaie de faire une conférence de philosophie où on invite tout le monde. Et aujourd'hui, c'est le professeur de philosophie du Cégep de Bécomo, Dave Savard, qui va venir vous parler de l'art de bien agir selon Platon. Il y a sûrement plusieurs personnes ici qui ont déjà lu le mythe de Prométhée dans le cours de Philo 1. Dave a fait son doctorat, entre autres, sur ce mythe-là, donc c'est un grand spécialiste mondial qui va venir parler plus précisément de la partie, je dirais, politique de ce mythe-là. Comment ça va fonctionner? Donc, sa conférence, ça va être 20-30 minutes. Ensuite, on va avoir 15-20 minutes de discussion, donc n'hésitez pas à préparer des questions, parce qu'il y a une grande partie sur la discussion, dont la moitié est dédiée à des discussions, des questions. Et à la fin, on va faire un tirage, c'est pour ça qu'on a pris vos noms. C'est la gracieuseté du comité d'art et culture du Cégep. Donc, c'est un paquet cadeau dans lequel il y a 15 $ au ciné-centre, au cinéma, 50 $ au centre des arts, 25 $ à la librairie et 35 $ à l'OPC. Donc, on fait tirer ça à la fin. Vous devez être là. Si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas gagner. Donc, on va commencer sans plus tarder. Dave, je te donne la parole. Bien, merci Anthony. Puis merci Anthony, c'est quand même l'initiative d'Anthony pour les certificats cadeaux à l'équipe de présence. Donc, merci Anthony pour cette belle initiative. Et Xavier aussi, qu'on ne voit pas, je ne sais pas s'il est là quelque part, mais de participer à l'activité de philosophie à laquelle vous êtes présent aujourd'hui. Puis bien sûr, vous remercier à vous aussi d'être ici. Je sais que, bon, il y a différentes raisons pour lesquelles vous êtes ici, mais j'espère qu'à la fin, il y aura quand même quelques éléments qui vous auront intéressé, qui vous auront peut-être amené à vous poser certaines questions et peut-être à repenser au niveau de l'art de bien agir, parce que on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est une journée importante. Moi, sans trop savoir, on avait planifié ensemble, moi, Anthony et Xavier, l'atelier de philosophie, mais aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe un peu... Les élections américaines. Les élections américaines, donc c'est pas sans, si je peux dire, sans impact, l'art de bien agir au niveau politique, à savoir qu'est-ce qu'on devrait, ou ce à quoi on devrait s'attendre au niveau des politiciens. Et oui, dans ma vie passée, j'ai essayé aussi de m'intéresser à la politique. J'ai fait de la politique active aussi. Donc, c'est des choses qui m'ont beaucoup intéressé et que je suis heureux quand même de vous partager et qui suscitent quand même, c'est des sujets d'actualité, même si on remonte à Platon, ça remonte quand même un certain temps. C'est des questions qui se posaient avant et qui se posent encore de nos jours. Et petite parenthèse aussi, vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas, peut-être que vous allez rire un peu, mais moi, Anthony, Xavier, on a déjà été assis à votre place. On a déjà été étudiants au collège, à l'université. Et les choses que vous apprenez, parce que moi c'était mon cas, pourraient quand même avoir un impact sur le restant de votre vie. Parce que moi j'ai été initié au Protagoras de Platon quand j'étais jeune bachelier à l'Université Saint-Thomas au Nouveau-Brunswick. Et ça m'a resté jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un texte que ouais, j'ai accroché. Ça m'a vraiment interpellé comme personne, comme individu. Et j'espère que pour vous, bien, ça va avoir le même effet, puis peut-être dans d'autres connaissances que vous êtes en train d'acquérir ici au collège et qui pourraient ou qui devraient avoir un impact sur votre vie, ça c'est sûr. Donc, voyez surprise, des choses que vous apprenez et qui laissent une trace sur votre manière de voir le monde dans lequel on vit, qu'on évolue. Donc, c'était mon cas. Et j'espère en ce cas le partager avec vous, de rendre ça intéressant le plus intéressant possible. Donc, sans tarder, eh bien, aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est d'abord l'introduction. Donc, c'est quoi la question qui nous est posée? Parce que c'est quand même un ouvrage qui n'est pas très long, c'est plus ou moins 90 pages, mais quelques étapes, quelques parties du texte du Protagoras de Platon, c'est ça quand même des questions qui demandent d'être réfléchies, d'être analysées. Donc, c'est sûr qu'on ne verra pas l'ensemble de l'œuvre du Protagoras de Platon. Ce n'est pas le but non plus. Et on va s'attaquer vraiment à une partie sur le mythe de Prométhée et de Pépéthée et comment ce mythe-là transcende un peu l'époque à laquelle il a été pensé, réfléchi par Protagoras, parce que Protagoras, peut-être dans vos cours de philosophie et rationalité, vous vous souvenez, c'était un itinérant qui se promenait de cité en cité pour enseigner son savoir, ses connaissances. Parce que la démocratie n'est pas sans besoin. Donc, on voyait l'avènement de la démocratie
et qui demandait aux jeunes citoyens et citoyennes de s'éduquer dans les affaires publiques, dans les affaires de la cité. Et aujourd'hui, c'est pas différent. Donc, on parle des fonctionnaires, des gens qui travaillent pour l'État. C'est le même besoin. Donc, qui enseigne ces gens-là? Qui leur permet de savoir que qu'est-ce qu'ils font, c'est bien. Donc, à l'époque de Platon, c'est sûr que c'était des sophistes. Bon an, mal an, on pouvait les critiquer, on peut être d'accord avec leur méthode. Mais il reste que, pour moi, ça serait comme nos premiers... c'est qu'est-ce que moi je propose, mais nos premiers pédagogues, en fait, si on regarde un peu la manière que les choses sont présentées jusqu'à aujourd'hui, parce qu'est-ce qu'on peut vivre sans quelqu'un qui nous enseigne, juste même le fait de parler, communiquer, de comprendre ce qu'on dit. Donc, il faut commencer à quelque part. Et bien sûr, où est-ce que vous êtes rendu au collège, il y a forcément des choses que vous êtes en train d'acquérir, d'apprendre, qui vous sont transmises par d'autres personnes, vos enseignants, enseignantes au collégial, peut-être même entre vous. Parce que s'il y a un endroit où vous pouvez discuter, échanger avec Homo, c'est où? C'est au collège. Où est-ce que plus de jeunes, où est-ce que vous pouvez rencontrer et échanger vos idées? C'est ici. Donc, est-ce qu'on a besoin d'apprendre à bien parler pour bien agir? Et est-ce que c'est possible? Donc, c'est un peu la question qui nous est posée dans le mythe. Et on va le voir avec le Prométhée, le prévoyant, Épiméthée qui réfléchit après coup, et bien sûr l'intervention de Zeus, pour faire rire un petit peu. Donc, ça fait ouais, on va changer de slide. Ça, c'était pas prévu. Ça faisait penser au livre de Walt Disney. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, quand il y avait la petite clochette et qu'il fallait changer de page. Mais bon, ça me faisait penser à ça, pour faire rire quand même un petit peu. Donc ici, c'est à partir de l'œuvre philosophique de Protagoras de Platon que nous présentons l'interprétation humaniste, c'est-à-dire sur le plan humain. C'est des questions que nous nous posons aujourd'hui et qui nous amènent à nous questionner au niveau moral, au niveau éthique et au niveau déontologique, au niveau des lois aussi. Donc c'est sûr qu'il y a eu un départ, un début, et là, c'est un peu la question qui nous est posée à l'aide de Prométhée et Péméthée, et bien sûr, Protagoras et Zeus aussi. Donc, ce mythe cache une controverse philosophique d'une grande richesse, à partir de laquelle nous serons en mesure d'offrir une possible conclusion à la fin de cet atelier. Donc, encore, c'est une perspective. Je ne prétends pas, puis jamais je prétendrai avoir les réponses ou la réponse à la question que nous nous posons, mais le but, c'est de vous amener à réfléchir et voir si, pour vous, eh bien, qu'est-ce que nous proposons sur le sujet que nous discutons, eh bien, ça fait du sens. Parce que si on regarde avec nos voisins américains, c'est sûr que la question se pose en ce moment même. Au niveau des discours, qu'est-ce qu'on entend comme sur le type de discours et l'impact que ça va avoir aussi sur les élections, sur le vote, à savoir qui va gagner, qui va perdre. Donc ça a quand même une influence sur les gens, comment les gens agissent et comment les gens décident de voter ou pas pour certaines personnes. Donc ici, Prométhée le prévoyant, c'est un des petits dieux parce que Zeus avait le devoir de créer, si je peux dire, les espèces vivantes. Et dans la création des espèces vivantes, eh bien, il y a le petit dieu Prométhée et Péméthée qui ont été délégués pour s'occuper de la tâche. Et dans l'histoire, eh bien, il y a Prométhée qui est prévoyant. C'est quelqu'un qui va réfléchir avant d'agir. Et souvent, il y a des gens ici qui sont de ce type de caractère-là, qui ont besoin de prendre un recul, quelques pas de recul, pour réfléchir avant de faire ce qu'ils vont faire. Et le second, c'est Épiméthée, que lui, il va être plus dans l'action. Il va faire la chose qui doit être faite, et une fois que c'est fait, là, il va vérifier si c'était bien fait ou pas. Et ça dépeint un peu les types de personnes qu'on peut être. Il y en a beaucoup qui vont devoir réfléchir avant d'agir. Peut-être que vous reconnaissez dans Prométhée. Et Épiméthée qui, dans l'action, il fait, et une fois qu'il l'a fait, eh bien là, il vérifie s'il le fait bien ou pas. D'accord? Donc, c'est un peu ici la morale de cette histoire, parce que ici, vous voyez, Prométhée, qui doit s'occuper de départager comment les êtres humains vont être fabriqués, si je peux dire. Donc, ici, on voit dans l'image, hein, à l'aide de boue, d'eau, de terre, c'est l'image, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas, quoi qu'on redevient poussière quand on n'est plus. Mais ici, c'est sûr qu'on observe à la création de l'existence des êtres vivants, et que ce soit les animaux, les différentes espèces animales,
et cela inclut l'être humain. Donc ici, on voit qu'il y a aussi le destin. Le destin joue beaucoup, parce que le destin est un élément important dans l'histoire, parce que c'est lui qui détermine le jour J, le jour que la création va se faire. Donc, c'est intéressant de comprendre que ce n'est pas les dieux, c'est bien nous les humains, mais vraiment le destin. À quel point le destin a un impact sur nos vies, qu'on le veuille ou pas. Donc, d'où la question de la liberté, à savoir si on est réellement libre dans les choses qui se produisent et qu'on doit agir selon les situations. Donc, ici, Prométhée prévoyant, donc, il va voir avec Épiméthée de s'occuper de répartir les qualités des êtres vivants. Mais à une seule condition. À une seule condition, je vous laisse deviner, c'est qu'il vérifie après coup que le travail a été bien fait. Donc, c'est vraiment dans sa nature de Prométhée de valider que qu'est-ce que Épiméthée, parce qu'Épiméthée, lui, il veut se lancer tout de suite. Il veut faire le travail immédiatement, de répartir les différentes caractéristiques chez l'être humain. Et comme Prométhée, comme il vient Épiméthée, eh bien, il sait déjà d'avance qu'il va devoir vérifier que son travail a été bien fait parce qu'il peut des fois se tromper. Tant qu'il est dans l'action, qu'il veut agir, eh bien, c'est bien de prévenir aussi. Donc ici, on voit dans l'histoire que quand ils voulurent les produire à la lumière, ils prescrivent à Prométhée et à Épiméthée de les doter de qualités en distribuant des qualités à chacune de la façon convenable. Donc on voit ici, les caractéristiques étaient vraiment réparties de façon que tout le monde ait différentes douances, si je peux dire, ou certaines forces ou même faiblesses, que ce soit pour les différentes espèces animales. Et là, Épiméthée, comme on le voit ici, se propose de répartir les différentes qualités des espèces vivantes. Mais bien sûr, à la fin, à la toute fin, c'est Prométhée qui va vérifier que ça a été bien fait. Et là où est-ce que ça devient intéressant, d'accord, c'est que Épiméthée est parti, il fait son travail, et il le fait quand même assez bien. Donc, il va répartir différentes forces, pouvoirs chez les espèces animales, les espèces vivantes. Mais quand que Épiméthée ici a terminé, donc on voit que éventuellement, pour donner aussi quelques exemples comment il procède, par exemple, il va donner la vitesse aux animaux plus petits. C'est un peu aussi la même chose qu'on observe aussi chez les espèces animales, parce que le but est simple, c'est de pouvoir maintenir un équilibre pour pas que certaines espèces plus fortes, plus agressives, si je peux dire, puissent éliminer les espèces moins disposées à se défendre. Donc la rapidité à celles qui sont plus petites, la force à celles qui sont plus, si je peux dire, grosses, si je peux dire de cette manière-là. Donc, ce fut le mode pour Épiméthée de procéder. Et ça, de différentes manières, comme vous voyez dans l'image, pour les espèces vivantes. Mais quand il est arrivé à l'être humain, eh bien, ici, on voit que l'être humain, il n'y a plus de caractéristiques, il n'y a plus de qualité, de choses qui peuvent être attribuées à l'espèce humaine. Et là, le problème, c'est que Prométhée doit s'emparer de certaines techniques, un peu qu'est-ce que vous êtes en train de suivre ici au collège, pour pouvoir, eh bien, pour que l'être humain puisse survivre. Parce que l'être humain, laissé à lui-même, sans capacité, sans force ou sans rapidité, quoique différentes qualités qu'on trouve chez l'être humain, eh bien, ça peut être très, très, si je peux dire, on peut voir la fin de l'espèce vivante, si je peux dire, de l'être humain, s'il n'a pas les connaissances dont nous avons accès aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me suivez, mais laisser sans rien, c'est sûr que face aux animaux sauvages, à l'état de nature, il court à sa perte, ça c'est sûr. Donc, pour remédier à cela, eh bien, Prométhée fut conscient ici que l'être humain ne survivrait pas sur Terre sans avoir de particularités corporelles qui lui seraient propres. Par exemple, chez certains humains, s'observe un certain degré de force, de souplesse, d'habileté et autres aptitudes. Mais cela, ce n'est pas suffisant. Donc, Prométhée, pour pouvoir remédier à ce problème-là, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est malgré la création des espèces vivantes, on observe que dès le départ, l'être humain est imparfait. Ça aussi, c'est une chose qui est intéressante parce que dès la manière que l'être humain était pensé, créé,
il lui manquait des éléments, il manquait des choses. Donc encore, ça soulève que l'être humain, bien, par lui-même, n'est pas parfait, et comme il n'est pas parfait, eh bien, il doit tendre vers être perfectible, si je peux dire, à s'améliorer, à s'instruire, exactement ce que vous faites en ce moment même au collège, d'apprendre des connaissances. Parce qu'à la base, ces connaissances-là, vous les déteniez pas, pardon, j'ai de la misère à parler un petit peu, peut-être une petite gorgée d'eau, mais tout ça pour dire que les connaissances, c'est qu'est-ce qui tend à rendre l'être humain plus apte à pouvoir se réaliser et en même temps vivre, si je peux dire, parce que laisser à lui-même, comme l'histoire le raconte, eh bien, ça serait risqué, si on peut dire. Donc ici, on voit la controverse, c'est une question que j'aimerais vous poser, parce qu'il y a quand même une bonne volonté de Prométhée, parce que suite à l'erreur d'Épiméthée, c'est vraiment ça sur quoi j'aimerais qu'on discute à la fin, pour savoir ce que vous en pensez. Eh bien, est-ce que c'était légitime de voler l'art technique? Parce qu'on le sait, sans l'art technique, l'être humain allait à sa perte. Mais sachant qu'il allait à sa perte, est-ce que c'était correct de le voler, sachant que le vol est un crime? Donc, pour avoir volé des dieux l'art du feu et l'art technique, eh bien, il fut accusé de vol. On ne connaît pas vraiment la conséquence, qu'est-ce qui s'est passé par la suite avec Prométhée. Mais c'est sûr qu'il y avait une bonne volonté, parce que sinon, l'être humain allait à sa perte. Donc, c'était un problème, ça, c'est certain. Mais quand bien même, il reste que d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça rend l'acte légitime? Donc, d'où la question de bien agir. Qu'est-ce qui nous amène à bien agir ou pas? Sachant que, oui, il y a des conséquences, et des fois, selon les conséquences, une action peut être jugée mal, mais si le résultat est pour être bien, eh bien, est-ce que ça fait quand même que la conséquence, bien, l'acte est mal pour autant? Un peu comme l'histoire de Prométhée, qui a volé l'art du feu, l'art technique, et de le redonner à l'être humain, sinon l'être humain allait à sa perte. Donc ici, c'est vraiment la controverse. Et malgré cela, malgré l'art technique, malgré le fait que l'être humain avait les connaissances, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait des éléments au niveau de la justice et aussi de la prudence. Parce que ça, c'est des choses qui n'étaient pas innées, que l'être humain ne disposait pas, et qui faisaient que, bien que les gens étaient capables, qu'il y avait un certain savoir, le fait de travailler ensemble, puis on le voit aujourd'hui dans nos sociétés, que c'est un défi, même si on partage les mêmes connaissances, d'arriver à un sens commun, c'est-à-dire d'être d'accord sur des mêmes choses. Donc, est-ce que ça requiert une idée, des lois, de la justice, de la prudence, pour savoir non seulement bien travailler ensemble, mais en même temps d'arriver à des buts communs, comme de pouvoir bâtir des cités ou des communautés. Donc, c'est un peu le défi ici que Zeus a tenté à remédier. J'avais encore mon petite affaire de tonnerre, mais bon, je vais l'éviter, parce que là, une fois qu'il est parti, il est comme difficile à arrêter, mais bref, c'est là qu'on voit que Zeus, par son action, a remédié au problème de Prométhée, c'est-à-dire que même si l'art technique et le savoir ne suffisaient pas, eh bien, il lui manquait quand même l'art politique, l'art de s'autogouverner. Et ça soulève la question à savoir, bien, ici, j'ai presque terminé. Donc, ok, ça le fait avec Zeus finalement. Donc ici, qu'au niveau de la prudence, savoir, c'était distribué encore de sorte que ça soit de manière équilibrée. Si on pourra en reparler un peu plus là, dans les questions, vous avez des questions à ce niveau-là. Donc, selon le paragraphe de Platon, ce qui est bon pour une personne, c'est qu'elle soit plus consciente de ses actes. Donc, ma question à vous, un peu comme Prométhée, des fois, c'est dans des gens qui sont plus réfléchis avant d'agir. Et il y en a qui sont un peu comme Épiméthée, plus dans l'action. Ils vont le faire, puis une fois l'action est faite, ils vont se poser la question à savoir si qu'est-ce qu'ils ont fait, c'était bien ou pas. Donc, qu'est-ce qui nous permet
de savoir si nous agissons bien ou pas. Et la question ici, c'est au niveau de la justice. Donc, si on regarde les lois, et c'est un peu ce que vous faites dans vos programmes d'études, parce que sans dire que c'est des lois rigides, fixes, absolues, vous apprenez quand même certains savoir-faire, savoirs techniques. Et ces savoirs-là ont quand même été testés, pratiqués par d'autres personnes avant vous. Donc, il y a comme des règles, si je peux dire, au niveau des savoirs, comme en soins préhospitaliers d'urgence, ou en soins infirmiers, ou en génie civil. C'est pas le hasard qui fait que vous apprenez ce que vous êtes en train de comprendre, d'apprendre au collège. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, il y a certaines connaissances qui reviennent à certaines règles de base. Et le but, est-ce que c'est pas de prévenir un mal? Un peu comme Prométhée cherchait à faire dans l'histoire, je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais le but d'avoir des règles, est-ce que c'est pas en même temps de prévenir un mal, un plus grand mal, si je peux dire? Donc, c'est ce qui explique comment une personne devient plus consciente de ses actions lorsqu'elle considère le changement qui est à venir. Donc, dans vos professions, dans vos techniques, quel que soit le savoir que vous êtes en train d'acquérir, vous devriez être en mesure de savoir si qu'est-ce que vous faites au niveau technique est efficace, utile ou en lien avec les connaissances que vous êtes en train d'acquérir, d'où la raison pour laquelle vous apprenez ce que vous apprenez. Donc, est-ce que les règles nous amènent à repenser qui nous sommes et en même temps de mieux agir? Parce que s'il n'y avait pas de règles, on le voit avec nos voisins américains, qu'est-ce qui se passe avec les élections américaines, même si l'un des deux gagne, est-ce qu'il va avoir le pouvoir absolu? Non. Il y a des lois qui protègent l'organisation, comment les choses sont décidées au niveau politique. Mais si on n'avait pas ces choses-là, si on n'avait pas ces éléments-là pour nous guider, bien comment savoir ou comment on pourrait bien agir? Et est-ce que ça ne présuppose pas? Parce que l'idée d'un crime, une fois que le crime est commis, on ne peut pas revenir en arrière et corriger le crime, malheureusement. Une fois que l'action a été commise, c'est fait. Mais ce qu'on peut faire, en revanche, c'est d'éviter, on espère, que la même action, le même acte se reproduise. Donc, en quelque sorte, les lois ne nous amènent-elles pas à repenser nos actions et ne nous amènent-elles pas à mieux agir? Donc, c'est un peu la question et que Prométhée, quand même, il y a 2500 ans, nous proposait. Et encore aujourd'hui, on le voit dans les écoles avec les jeunes, puis je ne dis pas que, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez observé, mais aujourd'hui, on critique beaucoup le civisme dans les écoles secondaires. Et est-ce que ça présuppose que les règles, je ne dis pas qu'on a besoin de règles rigides, dures, mais est-ce qu'il y a un manque de savoir au niveau des règles, telles que les règles ne sont pas respectées, puis là, il y a vraiment un dérapage, comme on le voit. Donc, est-ce que c'est une façon de repenser un peu nos façons de vivre ensemble? Parce que sans règles, un peu comme on le voit dans l'histoire, eh bien, c'est un peu une tragédie, c'est aussi la perte de l'humanité qui est en jeu, tout à fait. Donc, c'est un peu ce que je propose comme réflexion. Bien sûr, vous pouvez être en accord ou en désaccord avec ce que je vous propose. Je n'ai pas tout à fait suivi le PowerPoint, mais s'il y en a qui le veulent et qui aimeraient quand même s'y référer, vous demanderez à vos enseignants, enseignantes, je vais dire enseignants, tellement habitués de dire les deux féminins masculins, et vos enseignants, bien sûr, que ça va me faire plaisir de le partager avec vous. D'accord? Donc, je pense avoir fait le tour. J'espère que vous avez quand même trouvé ça intéressant. Donc ici, si je conclue, selon le mythe du Protagoras de Platon, l'art de bien agir est une compétence qui semble pouvoir être enseignée. Et les lois semblent indiquer que oui. Et c'est un peu la raison pour laquelle nous avons des lois. Parce que sans loi, bien encore, toute personne peut faire comme elle veut, comme il le veut. Un peu comme, pas critiquer trop, mais un de nos voisins américains. Je conclue là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Dave. Donc, on est rendu à la partie discussion, questions. Donc, à vous la parole. Je vais me promener avec le micro. Posez toutes les questions que vous voulez. Dave va pouvoir répondre à peu près n'importe quoi, j'imagine. À vous la parole.
Qui va avoir le courage? Décemment, je m'en viens avec le micro. Je me demandais, Platon, dans le cas de règles arbitraires, etc., quand il y a de l'abus, des gens qui sont supposés représenter la justice, qu'est-ce qu'ils en faisaient? C'est sûr que pour Platon, l'idée, c'est que toute personne devrait être munie à la base de l'idée de justice, de faire ce qui est juste. Donc, ça devrait être un élément inné. Là, ceux qui ne respectent pas cet élément-là, c'est sûr que comme on l'a vu dans l'histoire, il devrait y avoir comme un châtiment, des règles qui tendent à corriger. Et dans l'histoire, c'est sûr que l'éducation, l'art de bien agir, l'art de bien libérer, serait une chose qui devrait être encouragée et qui devrait remédier à ce problème-là. Là, bien sûr, la question de volonté n'est pas mentionnée dans l'histoire, ça c'est sûr. Parce que dans d'autres textes de Platon, il y a des éléments intéressants que on peut observer des grands chefs d'État, des gens qui ont des habiletés là, hors du commun. Et ça ne veut pas dire que les enfants, s'ils ont des enfants, qui vont être à la même hauteur, puis même c'est possible peut-être qu'ils fassent mieux que leur père ou leur mère, si c'est une femme d'État, c'est possible. Hein? On va peut-être le voir ce soir, possible. Mais ceci étant dit, c'est pas... À la base, tout le monde doit faire ce qui est juste, à la base. Mais la question, c'est pourquoi il y en a qui ne le font pas. Ça serait un peu ma réponse. Je ne sais pas si ça te convient. Oui. Merci. Monsieur, vous avez dit, genre, vers la fin, là, que les règles, si on n'aurait pas ça, genre, on aurait comme l'instabilité, puis ça mènerait à la perte d'humanité, mais d'après vous, est-ce que les règles, parfois, ça peut être comme un bateau qui est dans les roues pour lui-même, puis ça peut juste stopper la progression? D'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, est-ce qu'il pourrait y avoir des mauvaises règles? Certainement. Est-ce que les règles doivent être repensées? Certainement. Comme si on regarde dans l'histoire, Prométhée, qui est accusé de vol, sachant que son but ultime, c'était de sauver l'être humain, l'humanité. Donc, est-ce qu'on peut dire, oui, c'est un voile, mais en même temps, la fin, qu'est-ce que cela apporte à l'humain? C'est quand même une bonne chose. Puis j'aime bien, c'est sûr, c'est pas tout à fait en lien avec Platon, mais Saint Thomas d'Aquin, qui est un autre philosophe période médiévale, qui disait que le mal, c'est pas quelque chose qui existe, que ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'on pourrait adhérer à cette perspective-là? C'est-à-dire qu'il y a juste des moindres biens. Donc, peut-être que des règles sont moins bonnes que d'autres, mais quand elles ont été pensées et réfléchies, c'était quand même de bonnes règles. Mais est-ce qu'on peut penser de meilleures règles? Certainement. Ça, je pense que oui. Donc, on tend aussi vers qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est souhaitable. Ça, c'est sûr. Puis on le voit avec les nouvelles générations, on pense différemment, comme aujourd'hui avec les changements climatiques. C'était peut-être pas une priorité dans le passé, quoique si on parle de la chasse, hein, la chasse c'était nos premiers écologistes, on peut dire, qui sauvegardaient quand même un territoire, de chasser pas plus que ce qu'ils avaient besoin, mais c'est sûr c'était limité quand même à un groupe, à quelques individus. Est-ce que c'était éthique, moral, peut-être pas, mais c'était repensé, puis aujourd'hui, bien, on se repose ces questions-là pour mieux encadrer un peu nos actions. Ça, c'est sûr. Oui. J'espère que j'ai bien répondu, Nicolas. OK. Merci pour la question. De bonnes questions. On peut en prendre d'autres. Ben, moi, j'ai une question. Oui, il m'a élevé ici. Je pense qu'Anthony va avoir fait son cardio aujourd'hui. Donc, d'après vous, c'est quoi qui... Bon. Donc, d'après vous, c'est quoi qui finit le bien et le mal? La différence? C'est une très bonne question. Très bonne question. Puis, moi seul, encore, comme je disais au début de la conférence, j'offre une perspective. Et je pense que, un peu comme qu'on peut le voir, dans le cours d'éthique et politique, je ne sais pas si c'est un cours que vous avez suivi ou que vous allez suivre, mais dans ce cours-là, on voit différentes manières de penser au niveau des sentiments. Par exemple, est-ce qu'on peut laisser les sentiments nous guider? Dans certains cas, oui. Dans d'autres, peut-être pas. Donc, au niveau rationnel,
est-ce qu'il y a un calcul qui peut se faire? À savoir, si je pose telle action, bien forcément mon action va être plus bonne que mauvaise. Et si je pose une autre action, elle risque d'être moins bonne, plus mauvaise que bonne, pardon. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. Donc ici, on parle de calcul utile, comme l'utilitariste, si je peux dire. C'est peut-être pas des choses que vous avez vues encore, mais ça soulève la question à savoir, bien, est-ce qu'il y a des bonnes ou mauvaises manières de penser ce qui est bien, ce qui est mal? Et je pense que l'éducation joue beaucoup à ce niveau-là. Et à moins qu'une personne n'ait pas cette habileté-là, ce qui est possible, on le sait quand on a fait un mauvais coup, quand on a fait quelque chose qu'on ne devait pas. Ça, on parle plus au niveau des sentiments, donc la culpabilité. Est-ce qu'on peut faire fi de la culpabilité? Donc, Prométhée, quand il a volé l'art technique et l'art du feu, il savait qu'il faisait quelque chose de mal. Donc, il en était conscient, mais il l'a fait quand même. Donc, il y a plusieurs manières de le voir, mais je ne prétendrai pas avoir la réponse là. Mais on le sait, je pense, en dedans de nous, quand on fait quelque chose qui n'est pas bien. Puis quand on fait quelque chose de bien, on le sait aussi. Ça aussi, il faut le dire. Peut-être qu'on ne dit pas assez. Oui. Ah, il y a une main levée ici, Nicolas. Moi, j'aurais plus une question genre niveau actuel, genre est-ce qu'il vous est déjà arrivé là, de penser que certains leaders au niveau de la politique ne méritaient pas de gouverner? Et sinon, pourquoi? C'est une bonne question, Nicolas, à laquelle j'ai probablement beaucoup de choses à dire. Mais je pense que ça soulève la question de débat public, parce qu'on le voit, et des fois ça va vite un peu parce que, j'ouvre une parenthèse, d'accord? Cela fait 16 ans que j'organise des ateliers de philosophie, depuis quelques années avec Anthony et Xavier. Et les premiers ateliers, puis c'est encore le cas aujourd'hui, puis je ne sais pas comment que vous allez vivre cette expérience-là, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des lieux publics pour discuter, échanger? C'est un peu le problème que je dénonçais dans ma thèse de doctorat et qui pose la question que tu poses, Nicolas. C'est-à-dire que s'il y avait des endroits où on pouvait délibérer, puis échanger, puis argumenter, eh bien, est-ce qu'on se retrouverait avec les représentants ou les candidats qu'on a en ce moment? Parce que peut-être qu'ils ne passeraient pas le test. Peut-être. Je ne sais pas. Et ça, je pense, c'est déficient. On devrait, puis encore, c'est pas évident, parce qu'on devrait forcer les gens à délibérer, à débattre sur la place publique leurs idées pour justement que les gens qu'on veut comme représentants sortent du lot. Un peu comme qu'on voyait avec Socrate, puis avec Protagoras, qui débattaient un peu. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Parce qu'on le voit aussi avec les réseaux sociaux, que souvent, ceux qui parlent le plus fort, c'est pas forcément ceux qu'on veut entendre. Et ceux qui ne parlent pas, peut-être c'est ceux qui devraient parler plus. Donc, est-ce qu'on aurait besoin d'un lieu? Puis c'est un peu ce que je voulais faire, en tout cas avec mon intention des ateliers de philosophie, d'amener un endroit, d'amener une place où on se sent quand même en sécurité, qu'on ne se sentira pas jugé, puis qu'on peut parler de ces choses-là. Et ça donne l'occasion, pour certaines personnes, des fois, de se démarquer, puis peut-être de se découvrir une nouvelle passion, de dire « Ouais, j'aimais ça, puis j'en veux plus », puis de les encourager dans ce sens-là. Puis d'avoir des représentants peut-être dignes de ce nom. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Je sais pas, j'ai bien répondu. Ouais. OK. Je sais que tu voulais des noms, mais je peux pas donner de nom. Ouais. Oui, Noé. Si, selon ce que tu dis, Zeus, dans son châtiment qu'il a donné à Prométhée pour avoir volé, dans son châtiment éternel, était juste, Héraclès qui a libéré Prométhée, est-ce que cette libération, et Prométhée qui s'est laissé libérer, est-ce que moralement, dans cette manière de voir, c'était bon ou...
c'est sûr que ça, c'est un élément que je reconnais avec toi, Noé, que je connais moins. Je connais beaucoup de choses. Mais d'entrée de jeu, il faudrait que je fasse mes propres lectures et que je réfléchisse à la question que tu viens de me poser. Mais honnêtement, cette question-là ne m'a jamais été posée. Mais je ne saurais pas te dire si c'est bien ou pas. Ouais, il faudrait que je vérifie. Mais c'est une bonne question. Merci de me la poser. Ouais. Mais je suis embêté de te répondre ce que je suis pas en mesure de faire, tu comprends? Fait que l'humilité, ça c'est bien. Oui. Avez-vous aimé au moins l'atelier? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que ça vous a fait réfléchir un peu sur l'idée de bien agir? Puis en même temps, ce que vous faites au collège? Parce que je pense que ça a un impact aussi sur votre manière de voir le monde dans lequel on vit, de façon plus pratique, si je peux dire utile. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça fait du bien, un lieu où on peut parler de société et de philosophie. Peut-être que ça serait mieux si on en avait plus souvent. Oh, on a une question aussi. J'aimerais savoir, est-ce que certaines personnes ont, une habilité d'agir avant de réfléchir, ou c'est l'éducation qui donne cette capacité? L'histoire tend à donner les deux possibilités. Il y a des gens qui vont se lancer et qui vont l'apprendre selon leur expérience, de leur vécu. Comment ils vont le faire, et à partir de ce qu'ils vont faire, ils vont apprendre si c'est une bonne chose ou pas. Puis il y a des gens qui vont se voir là-dedans, qui sont plus dans l'action. Et d'autres, à l'aide des connaissances, des discussions, ils vont se faire une idée, et seulement à cette étape-là, ils vont décider d'agir, donc ça présuppose que oui, cela peut s'apprendre. Donc soit qu'on va l'apprendre par nous-mêmes, par nos propres erreurs, ce qui peut être bien aussi, mais ça peut être bien aussi, comme on le veut avec Prométhée, d'apprendre aussi des autres. Et c'est un peu ce que l'éducation tend à faire pour nous. Parce que les savoirs que vous êtes en train d'acquérir, c'est des gens avant vous, avant moi, qui ont réfléchi à ces questions que nous nous posons et auxquelles ils amènent des réponses avec lesquelles on peut être en accord ou en désaccord, bien sûr. Mais oui, j'aime penser que oui. Que l'éducation, est-ce qu'on devrait avoir plus d'éducation? Ça, je pense que oui aussi. Ça, j'espère que oui. Mais merci. Ça va pour la réponse? Oui? Oui, merci. Moi, j'aurais une question en plus. Dans le mythe, ici, Zeus, il se pose en tant que celui qui va faire la justice. Est-ce que, selon vous, la justice doit être quelque chose d'objectif ou de subjectif? Et donc, est-ce que, selon vous, ici, Zeus se porte comme quelqu'un d'objectif ou de subjectif? Ça serait très subjectif. Parce que dans l'histoire, encore, l'idée de justice nous vient des dieux, en tout cas selon ce que le mythe nous raconte. Donc les balises seraient déjà établies. Et ce n'est pas nous, les êtres humains, qui en décidons de qu'est-ce qu'elles sont, si je peux dire. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que avant le mythe, ou avant la création des espèces vivantes, comme on l'a vu dans l'histoire, c'était quelque chose qui était délégué plus par le sang, selon les dieux, qui ne donnait pas forcément place à la multitude. C'est-à-dire qu'il n'était pas très démocratique. On pouvait observer plus un empire, ou une tyrannie, ou une démagogie, mais ce n'était pas pour la population dans son ensemble. Et là, c'est ça qui rend intéressant le phénomène de la démocratie, c'est-à-dire l'avènement de la démocratie, et qui rend possible peut-être, à partir des bases des dieux qui sont de Zeus, si on se fie à l'histoire, et qui permet d'ouvrir vers d'autres possibilités. Mais les bases, elles sont déjà préétablies selon l'histoire. Ça serait ce que j'ai compris, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Là, c'est à nous de tester. Et ce qui rend la chose encore plus intéressante, c'est de façon collective, aussi individuelle, mais en société, je veux dire, pas juste quelques personnes, mais toute personne qui participe, puis même dans l'histoire, c'est demander que toute personne participe, parce que s'il y en a qui ne participent pas, ils devraient être châtiés, ils devraient être exclus. Et c'est un peu un débat récemment dans l'Économiste, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un magazine d'actualité, qui tend à démontrer que dans certaines sociétés ou certains pays, qu'on est en train de réfléchir à obliger le vote. Est-ce qu'on devrait forcer les gens à aller voter?
Est-ce que ça serait une bonne chose ou pas? Donc encore là, c'est des questions qui se posaient dans le temps de Prométhée dans le mythe. Et vous voyez, qui se posent encore de nos jours. Parce que les gens parlent pour eux-mêmes, ne le font peut-être pas. Mais en même temps, ça doit être une décision collective, que tout le monde doit être d'accord à la base, ça c'est sûr. Et c'est ça qui rend la chose intéressante, et en même temps qui permet à la philosophie de naître, parce qu'avec la démocratie, naît aussi la philosophie, en tout cas selon certains arguments. Parce que sans cela, l'art de délibérer, si c'était un pouvoir qui nous défendait le droit de parole, on était limité dans ce qu'on fait dire ou pas. Donc ça ouvrait les discussions, ça ouvrait le débat. Donc ça ouvrait les perspectives au niveau de la pensée, là, de pouvoir ouvrir les horizons de pensée plutôt que les fermer. Je me permets une autre question. Bien sûr. Mais du coup, est-ce que selon vous, la démocratie, c'est pas plutôt, au regard de ce qu'on a vu dans l'histoire, des gens qui ont envie d'une démocratie, qui vont agir sur parfois une majorité? Par exemple, si on prend la Révolution américaine ou la Révolution française, c'est des actions qui sont faites par finalement une minorité qui sont capables de se rebeller contre un État ou un pouvoir en place. Et donc, est-ce que selon vous, la démocratie, c'est pas plutôt des gens qui ont la volonté, qui ont la volonté nécessaire pour pouvoir agir, qui vont faire la démocratie plutôt qu'un ensemble commun qui n'a pas forcément envie de prendre du temps pour jouer avec le pouvoir démocratique? Ça, c'est souvent le défi d'arriver à pouvoir délibérer, et ça prend du temps. Puis on le voit, le destin nous a joué un tour dans l'histoire. C'est-à-dire que même dans la création des espèces vivantes, l'être humain est imparfait dû au temps qui est prédéterminé et qui ne nous donne pas le temps de faire quelque chose de parfait. Et peut-être l'imperfection, c'est ça qui aussi nous rend peut-être plus communs, parce qu'on est tous imparfaits. Il n'y a pas plus parfait que d'autres. Donc dans nos différences, c'est le défi. Et des fois, pour répondre à votre question, il y a les paroles à l'acte. Que des fois, il y a des gens qui ont parlé, et là, c'est le temps d'agir. Et ça, bien sûr, ça fait partie aussi du processus démocratique. Mais est-ce que c'est toujours sans danger? Peut-être pas non plus. Ouais. Donc, c'est le défi. C'est un beau défi. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une question supplémentaire? La dernière question. Après ça, s'il y en a qui veulent venir me parler, échanger, je vais rester pour ne pas vous garder plus longtemps que prévu. Mais je tiens à vous remercier d'avoir été là. J'espère que vous avez trouvé l'échange intéressant, les discussions intéressantes. Oui, merci à vous. Nicolas. J'ai comme remarqué, genre, dans l'histoire, durant tout le fil, genre, on a toujours eu tendance, là, à mettre l'importance à ce qu'un humain comme nous puisse gérer toute une communauté, mais je me demande qu'est-ce qui serait passé si il aurait eu personne pour vous gouverner. Est-ce que ça aurait été bon ou mal? Et on voit dans l'histoire, sans Zeus, sans un pouvoir qui nous guide, parce que l'histoire ne le raconte pas, mais puis peut-être de vous poser la question, puis je pourrais peut-être conclure là-dessus. Est-ce qu'on peut se fabriquer seul, se construire seul? Je vous laisse réfléchir à ça. Et en même temps, est-ce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous guider dans la vie? Quelles que soient les questions que nous nous posons et que nous tendons vers des réponses, bien que des fois les réponses ne sont pas toujours au rendez-vous, ne sont pas toujours là. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'un guide, d'un maître qui nous amène à penser plus loin, à voir plus loin, pour nous rendre plus qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche? Et dans l'histoire, c'est clairement Zeus qui sauve, si je peux dire, le salut de l'humanité, si on peut dire, avec l'idée de prudence, hein, parce que ça, c'est des choses qui sont en nous, si on se fie à l'histoire, et l'idée de justice aussi, qu'on devrait avoir une idée du juste. Ça, c'est des choses qui, parce que, comme je racontais un peu tantôt, j'expliquais tantôt avec la question qui m'avait été posée, on sait quand on a fait quelque chose qui n'était pas forcément bien, parce que la majorité des gens le savent. Là, à savoir si on fait acte de prudence dans nos manières d'agir, bien, ça devrait être le cas. Mais comment savoir qu'est-ce que bien agir si c'est pas en observant les autres, en ayant d'autres qui peut-être nous amènent à penser peut-être sur nos actions et à se remettre en question et ainsi peut-être devenir une meilleure personne. C'est qu'est-ce qui est souhaitable. En tout cas, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça c'est sûr. Et j'espère avoir bien répondu à ta question, Nicolas. Oui. Bien, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Et on se dit à... Ah, il y a le tirage aussi. Désolé. S'il y en a qui veulent le tirage.
J'ai Sarah-Jeanne Larouche. Sarah-Jeanne, est-ce qu'elle est là, Sarah-Jeanne? Ah, mon Dieu, je me suis trompé. C'est tantôt je t'ai vu, je pensais que c'était Justine. Mais bon. Elle m'avait prévenu que je me ferais prendre au jeu un jour. Mais t'as ton petit cadeau ici, Sarah-Jeanne. Ouais. Félicitations. Et merci encore d'avoir été là. Merci.